Dans la géopolitique de l'aménagement du territoire, vous abordez la notion de consensus pour cet aménagement du territoire. Au moment on a parlé tout à l'heure des 30 glorieuses d'après-guerre, où il fallait reconstruire, où c'était tout béton, il fallait y aller, il y avait de l'argent des États-Unis qui était arrivé, et le public, le grand public, ne réagissait pas à cette époque-là. Et alors il y a eu, hein, parce que tout le monde se souvient de Beaubourg, tout le monde se souvient de gros équipements qui ont posé question et où les gens se sont posé des questions, se sont mobilisés. Mais aujourd'hui, il y a ce nouveau phénomène qui date des années 2012 à peu près, de ZAD, de zones à défendre, et qui est d'une manière très différente un combat, la place de la société civile dans notre société et la place des habitants. Oui, et puis il y a des choses, bonsoir à tous, il y a des choses qui se sont passées entre-temps. En fait, si on veut essayer de reprendre sur le temps long toute cette histoire, quand les professionnels de l'aménagement, dont j'ai été d'ailleurs avant, parlent des années 1960-70, ils parlent de l'âge d'or de l'aménagement du territoire. Et en réalité, c'était l'âge d'or des aménageurs. C'est-à-dire, c'était une époque, alors je pense qu'un certain nombre d'entre vous, comme moi, sont assez âgés pour s'en souvenir, où on pouvait effectivement aménager, faire des grands aménagements avec un impact important en termes de nuisances, de destruction de paysages ou d'écosystèmes, sans pratiquement rencontrer d'opposition. Alors, vous citiez Beaubourg, dans le cas de Beaubourg, c'est les amis du Vieux Paris qui réagissaient. C'était pas... D'abord, c'était un mouvement relativement limité, mais à la même époque, par exemple, en région parisienne, on a construit le périphérique, on a construit une série d'autoroutes radiales qui passent dans des forêts. Ça serait plus du tout possible aujourd'hui, et ça s'est fait sans aucune difficulté. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y avait effectivement un consensus absolument général, c'est-à-dire du Parti communiste à la droite la plus à droite, et socialement qui couvrait toute la population, y compris les voisins, les riverains des futures autoroutes, par exemple, pour penser que il fallait donner un certain contenu à la politique d'aménagement du territoire, équiper le pays, le moderniser, rattraper le retard par rapport à l'Allemagne, le reconstruire dans un premier temps dans les années 50. Et ce qui s'est progressivement passé, c'est que ce consensus s'est fissuré et a laissé la place à une situation qui est exactement l'opposé, ce qu'en termes savants on appelle un dissensus, c'est-à-dire une situation où personne n'est d'accord, ou plutôt il y a une multitude de points de vue sur ce qu'est l'intérêt général en matière d'aménagement. Et notamment, il y a un désaccord important sur le contenu de ce que doivent être ces politiques d'aménagement, sur les priorités. Est-ce que ça doit être le développement économique, la défense de l'emploi, la croissance, ou bien est-ce que ça doit être la protection de l'environnement, la lutte contre le réchauffement climatique, la protection de la biodiversité, des paysages, etc. Ça, c'est un premier clivage très très fort qui aujourd'hui traverse la société française. Le dissensus, il est aussi sur la bonne échelle géographique pour définir l'intérêt général. Autrefois, c'était extrêmement simple, c'était le pays. Donc, le synonyme d'intérêt général, c'était l'intérêt national. Et aujourd'hui, on décline ces idées d'intérêt général à des échelles extrêmement différentes. C'est-à-dire, certains vont se mobiliser au nom de l'intérêt général planétaire, par exemple, refuser le changement climatique. D'autres, au nom d'un intérêt général local, voire hyper local, ou bien régional. Et donc la combinaison de ce clivage sur le contenu et sur les échelles, ça fait une multitude de prises de position. En fait, aujourd'hui, chacun voit l'intérêt général à sa porte, de son propre point de vue. C'est devenu une histoire de point de vue, alors qu'avant, c'était conçu comme une sorte de donnée, une évidence. Hein. Et donc, dans les conflits qui existent, tout le monde défend sa position au nom de l'intérêt général. Alors, je ne connais pas bien le dossier de l'incinérateur, mais je ne doute pas que les professionnels qui sont derrière ce projet et les élus
qui l'ont voulu, monter, soutenu, porter, pensent agir au nom de l'intérêt général. Peut-être qu'ils se trompent, c'est certainement votre point de vue, puisque vous êtes contre, mais c'est pour vous dire que là, on a un premier problème majeur, et que les conflits qui se passent, finalement, c'est comme si c'était des façons de reconstruire de l'intérêt général, une réponse en termes d'intérêt général. Simplement, comment ça se construit? Non pas sur des bases scientifiques. Alors, quand je dis ça, en général, ça choque. Par exemple, quand je m'adresse à un public d'ingénieurs, et je leur dis, mais non, c'est une question politique, l'intérêt général. Ce n'est pas une question de scientifique, ce n'est pas une question de savoir, même si les savoirs sont utiles pour les définir. Mais c'est une question politique, c'est-à-dire quels sont les choix qu'on fait pour notre société. Voilà. Et le résultat, est-ce que l'incinérateur va se faire ou pas? Est-ce que l'aéroport de Notre-Dame-de-Lande va se faire ou pas? Je ne sais pas. Mais de toute façon, ça sera le résultat d'un rapport de force. Donc les conflits servent à ça. La question qui se pose, c'est qui définit l'intérêt général? Souvent, on parle de grands projets inutiles, je dirais même, moi, grands projets dangereux. Hein, on peut le voir là, mais on le voit dans plein d'endroits. Donc, est-ce que l'intérêt général, enfin, vous le disiez tout à l'heure un petit peu, il est bien sectoriel, il y a des lobbying, il y a des, on sait bien... oui, mais enfin, moi, je ne suis pas militant. Donc, je ne vais pas vous apporter une parole de militant. Et ce que je pense, évidemment, comme citoyen, j'ai un certain nombre d'opinions, et sur certains projets, j'ai des opinions, sur d'autres pas, d'ailleurs. Mais c'est pas ça qui est intéressant, parce que l'opinion personnelle de Philippe Subra, elle n'a aucun intérêt, enfin, elle n'a pas plus d'intérêt que l'opinion personnelle de chacun d'entre vous. Moi, je ne suis pas un spécialiste du développement local. Mais juste, avant de vous permettre de réagir, qu'est-ce qui va définir l'intérêt général? Eh bien, c'est le débat et le conflit, qui sont liés. Le débat, ça fait partie du conflit. Le conflit est toujours là dans le débat. Et quand des gens se battent les uns pour, les autres contre un projet, c'est un conflit. Alors, en général, ce n'est pas un conflit hyper violent, tant mieux. Mais de ce conflit sort une position qui dit, voilà, à un moment T, sur un dossier X, voilà quelle est la réponse que la société a apportée. Quand je dis ça, les ingénieurs, ils n'arrivent pas à comprendre. Et pourtant, je crois que c'est vraiment la réalité. Réaction. Ouais. Avant qu'on continue sur la ZAD, là, concernant l'intérêt général, je ne peux pas vous suivre, parce que dans le cadre du projet, on parlera du projet après, mais comment dirais-je, l'intérêt général supposerait que les élus s'intéressent à la population, aux intérêts de la population. Dans le cadre du projet de l'incinérateur à Échillé, c'est la facilité. C'est Vinci qui pousse derrière pour construire donc un incinérateur parce qu'il sait faire. Il sait très bien qu'à un horizon très court, il ne pourra plus en construire parce que c'est plus dans l'air du temps. Donc il va motiver les élus vers une solution de facilité en leur disant, voyez, moi je vais régler tous vos problèmes de déchets, parce que c'est énorme les problèmes de déchets, puis personne ne veut en entendre parler, quoi. Tout à l'heure, dans la conférence de précédente, les gens parlaient d'écologie comme anxiogène. Eh ben, les déchets, c'est même pas anxiogène, c'est personne ne veut en parler. Donc Vinci arrive derrière en disant aux élus, voyez, moi je vous amène une solution toute faite. L'intérêt général n'apparaît jamais. En fait, c'est l'intérêt des politiques qui choisissent la facilité en se soumettant au projet des industriels. Mais en aucun cas, ils pensent à l'intérêt général. S'ils y pensaient, ils auraient pensé aux conséquences. Et la preuve, c'est qu'ils sont confrontés aux conséquences aujourd'hui. Alors, c'est dommage qu'on n'ait pas un élu partisan du projet pour vous répondre, parce que ça aurait été intéressant. Évidemment, moi, ce n'est pas un rôle que je peux tenir, mais simplement, je pense que quand vous dites, voilà, on leur apporte une solution qui leur permet de se débarrasser du problème, c'est-à-dire en fait de gérer. Alors, vous direz avec des arguments que moi, en tant que citoyen, je peux tout à fait rejoindre, qu'au niveau de la santé, par exemple, ça va être catastrophique, etc. Mais eux, ils ont des volumes d'ordures ménagères, ils n'ont plus le droit de les mettre en décharge, et là, on leur apporte une solution. Donc, ils vont appeler ça, et je pense, sincèrement, dans leur tête, se dire que c'est une réponse conforme à l'intérêt général. Ils ne vont pas se dire simplement, voilà, je suis débarrassé d'un problème. Bon. Le maire d'Échillé, qui avait signé l'autorisation pour continuer dans ce projet, quand il a vu le monstre qu'il avait engendré,
il a dit « Je regrette d'avoir signé ça, si j'avais su, j'aurais lu le dossier ». Et tous les élus qui portent ce projet ne connaissent pas le dossier. On s'en est aperçu malgré nous, puisqu'on a fait des conférences pendant 2 ans, hein, on a participé, on a fait des séances d'information, et on a invité les élus qui défendaient ce projet à venir avec nous pour avoir des soirées contradictoires. Ils ne pouvaient pas venir, ils ne connaissaient pas le dossier. Personne ne connaît le dossier. C'est un dossier complexe. Il est vrai, techniquement, en termes environnementaux, médical aussi. Et donc les élus ont botté en touche avec ça. Donc l'intérêt général, je nuance votre propos. C'est Patrick Vivray qui dit si l'habitant ne s'occupe pas de ceux qui le regardent, ça ne fait pas évoluer les politiques publiques. Et donc, c'est aussi important que les premiers concernés s'intéressent à ça. On peut dire, oui, effectivement, il y a l'enquête d'utilité publique, on en a parlé tout à l'heure. On pourrait dire, il y a eu une enquête d'utilité publique, donc automatiquement, c'est l'intérêt général. Au regard du texte du droit aujourd'hui. Hein, moi, comme chercheur, je me prononce jamais là-dessus parce que c'est pas mon objet. Oui. Comme citoyen, je peux le faire. Comme chercheur, non. Oui. Et comme chercheur, j'essaierai de voir ce que disent les acteurs. Ce qui s'est passé. Alors, ce qui est vrai, et je pense que ça rejoint votre exemple, c'est qu'il y a un certain nombre de cas où il y a des conflits très forts parce que il y a eu en fait déni de démocratie, de concertation. Je pense par exemple à un cas dont évidemment, puisqu'on parle de ZAD, vous avez entendu parler, celui de Sivens, où il y a des conflits d'intérêts majeurs, puisque les élus du département du Tarn qui ont décidé le projet l'ont confié à un aménageur qui s'appelle la Société d'aménagement des coteaux de Gascogne, dont ils sont administrateurs, et ils sont par ailleurs aussi à la tête de l'agence de l'eau. Et surtout, il n'y a pas eu, parce que la loi ne l'imposait pas à cette époque-là, pour des projets de cette taille et de ce type, une large concertation avec la population. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qui aujourd'hui fait à peu près consensus, donc il y a un peu de consensus quand même, c'est qu'il faut généraliser les pratiques de concertation à des projets de toute taille, les faire très en amont, les faire aussi très en aval. Et maintenant, on commence par exemple sur un certain nombre d'aménagements à faire des concertations le long du chantier et même après la mise en service. C'est-à-dire on a des formes de suivi avec des ateliers réunissant les associations, les élus, le maître d'ouvrage, éventuellement des scientifiques, pour suivre les impacts sur le milieu de tel aménagement que l'on a décidé lui-même à l'issue d'un processus de concertation. Donc là, on n'est pas vraiment dans les ZAD, dans le sujet des ZAD, mais moi je pense qu'il n'y a qu'une solution, c'est plus d'informations, plus de débats, plus de transparence. Et, alors ça ne veut pas dire que tout le monde sera d'accord, je pense que jamais tout le monde sera d'accord sur le résultat, mais ça permet d'éviter un sentiment de frustration extrêmement grand, des erreurs manifestes dans un certain nombre de cas, et une cristallisation qui va jusqu'à la violence, puisqu'on va voir que la question des ZAD a un rapport avec la question de la violence. Tout à fait. Donc, si on veut aller un petit peu plus loin dans votre livre, par rapport à ça, le chantier est labellisé, ça démarre. La ZAD, elle a pour intérêt primordial, principal, c'est bien d'empêcher le démarrage des travaux en occupant le site du projet. Voilà, alors, pour présenter globalement les choses, d'abord, c'est un phénomène qui est limité. C'est-à-dire, il y a eu, selon la définition précise qu'on donne à la chose, entre une dizaine, une quinzaine de ZAD en France, alors que France Nature Environnement a recensé plus d'une centaine de conflits autour des projets. Ces ZAD sont de taille extrêmement diverse. Il y a la grande ZAD, la ZAD mère, Notre-Dame-des-Landes, jusqu'à entre 200 et 500 occupants selon les moments de l'année, 1650 hectares. Il y a une autre ZAD dont on a beaucoup parlé en raison de la mort de Rémi Fraisse, qui est celle de Sivens, beaucoup plus petite. Beaucoup moins d'occupants, enfin jusqu'à 200. Il y a celle de Roibon contre un projet de Center Park dans l'Isère. Puis à côté de ça, il y a des petites ZAD. La moitié de ces douzaines de ZAD ont été évacuées. Donc quantitativement, ce n'est pas un phénomène majeur.
qualitativement, c'est un changement majeur. C'est un changement majeur d'abord parce que ça signe l'entrée dans ces conflits d'un nouveau type d'acteurs qui jusque-là ne s'y intéressaient absolument pas, les altermondialistes. Jusque-là, on avait deux types d'acteurs qu'aujourd'hui on appelle les opposants classiques, pour les différencier des zadistes, qui étaient les écologistes et les riverains, les fameux nimbistes. Voilà, ça existe depuis longtemps, les sociologues ont beaucoup travaillé là-dessus, et puis on voit tout d'un coup apparaître des gens dont on connaissait l'existence, puisqu'ils avaient mené un certain nombre d'actions, mais pas du tout là-dessus, sur les plans d'austérité contre les multinationales, contre l'inégalité entre les nations, avec un autre terrain d'action, c'est-à-dire les rues des grandes villes, des grandes métropoles, des actions qui étaient très ponctuelles dans le temps, quelques jours de manifestations à l'occasion d'un sommet du G8, du G20 ou de l'OTAN. Et là, ces gens-là, on les voit débarquer à la campagne pour des actions extrêmement longues. Notre-Dame-des-Landes, ça dure depuis 2008, hein, c'est-à-dire presque 9 ans. Et sur une thématique qui est complètement nouvelle, qui est l'aménagement du territoire et l'environnement. Ça, c'est un premier changement extrêmement important, et il a toute une série de conséquences sur la façon dont se déroulent les conflits. Et puis, le deuxième changement, c'est le mode opératoire. C'est-à-dire, la ZAD, c'est un mode opératoire, si elle est vraiment menée comme elle doit l'être, d'une extraordinaire efficacité, parce que c'est l'occupation permanente, jour et nuit, pendant des semaines, des mois, des années, 24 heures sur 24, du site du futur projet pour empêcher le démarrage du chantier. Or, s'il n'y a pas de contrôle du chantier par l'aménageur, évidemment, il n'y a pas de chantier qui démarre, donc il n'y a pas de projet. Du coup, c'est un peu comme si les zadistes mettaient un pied dans la porte de l'aménagement et ils empêchaient la porte de se fermer et l'aménagement de se poursuivre. Donc l'aménagement qui, jusque-là, se traduit uniquement par des procédures, des décisions, des plans de financement, des décrets, etc., d'utilité publique, elle ne peut pas continuer matériellement. Ça, c'est très fort. Ça a une conséquence, c'est que pour que ça soit efficace, il faut que l'occupation dure. Ça tend au pouvoir public un piège. Il est face à une alternative. Soit il renonce à faire évacuer la ZAD, et en fait il renonce au projet. Soit il fait évacuer la ZAD, et il s'expose à une résistance physique des zadistes, qui va produire des images dont la lecture par une grande partie de l'opinion, reprise sur Internet, par les médias audiovisuels, etc., va faire basculer l'opinion publique en faveur des opposants au projet. Donc c'est une sorte de lutte asymétrique, un peu comme dans les guerres coloniales, où on peut perdre physiquement sur le terrain, mais on va gagner politiquement. C'est ça que cherchent les zadistes. Et ça, c'est vraiment très très complexe comme situation pour les pouvoirs publics. Ah oui, c'est ce que vous mettez dans le livre. Justement, on est sur deux terrains complémentaires, le réel et le médiatique, quoi. Ouais. Hein, en fait, on s'aperçoit que les conflits, alors ça vaut même quand il n'y a pas de ZAD, les conflits autour des projets d'aménagement se gagnent sur le terrain de l'opinion publique. Il faut que l'opinion publique en entende parler. Alors, le cas le plus, évidemment, limite, c'est Sivens. C'est-à-dire, il y a une situation qui n'est pas bonne au début pour les zadistes. Ils sont vraiment dans une situation qui est bien plus mauvaise qu'à Notre-Dame-des-Landes parce que le terrain est plus petit, plus difficile à défendre, et puis une grande partie de l'opinion locale est contre eux. Ça, j'y reviendrai. Et puis se produit cet événement que personne n'a voulu, personne n'a prévu, qui est la mort de Rémi Fraisse, d'un jeune manifestant, qui plus est étudiant en botanique. C'est-à-dire pour l'opinion publique, un étudiant en botanique, c'est un type qui fait des bouquets. C'est exactement le contraire d'un casseur, d'un anarchiste. Et donc c'est un scandale absolu. Et c'est un scandale absolu en plus parce qu'en France, on ne meurt pas dans les manifestations. C'est très très rare. C'est exceptionnel. Très peu de morts en 1968. Bon. Et donc l'opinion, elle a basculé immédiatement. Et du fait de cet événement, Ségolène Royal a été obligée d'annoncer la suspension du projet. Tout a basculé. Enfin, Noël Mamère aurait pu en parler puisqu'il est intervenu à ce moment-là. Voilà, ça c'est effectivement très très important. Donc les opposants doivent se fixer comme objectif de gagner la bataille de l'opinion publique. Alors, il y a d'autres moyens de lutte comme le juridique par exemple,
Hein, les recours contentieux, ça permet de gagner du temps, ça permet de mettre en échec, ça permet de faire parler du conflit, et donc ça permet aussi d'atteindre l'opinion publique. Et je reviens sur le médiatique, il y a deux niveaux. Effectivement, informer le grand public, faire que le public suive. Vous le disiez, vous le reprendrez peut-être sur Échillé, il n'y aurait pas eu la ZAD, on n'en serait pas là où on est aujourd'hui. Ça a été important, même si ça a été dans un temps donné et avec une petite ZAD, avec quelques jeunes des environs, mais ça a été quand même très, très... nécessaire pour que vous puissiez avancer là-dessus. Juste pour terminer, parce que sur l'autre côté, il y a l'image. On en discutait tout à l'heure, juste avant là, de commencer. Il y en a même qui disent on ne s'appelle pas ZAD, on trouve un autre nom pour ne pas s'appeler ZAD, parce que ça va être les gauchistes, etc. Juste un petit aparté, c'est Xavier Belin, on a parlé tout à l'heure des anciens ministres de l'Agriculture qui venaient de la FNSEA, Xavier Belin nous a quittés dernièrement, paix à son âme, mais qui disait quand même risque d'un djihadisme vert. Voilà. C'était avant les attentats de Paris quand même. Hein. Je pense qu'il n'aurait pas osé le dire après. Mais quand on regarde quand même la FNSEA avec la violence des tracteurs et autres, où là c'est permis, hein, il y a une violence permis, mais une violence non permis, je me permets de le dire, même si j'ai compris que vous ne vouliez pas rentrer dans le conflit, mais ça me paraît quand même bien de rappeler ça quand même. Oui, je voulais dire, nous, la ZAD d'Échillé, elle a vécu du 30 décembre 2014 au 13 mai 2015. Hein. Donc, avant qu'il y ait cette ZAD, on avait tout fait bien. Hein. Plein d'associations se sont réunies pour lutter contre le projet. On a fait des manifestations, on a eu jusqu'à 2000 personnes, etc. Et donc, pour nous, on était dans notre bon droit. Hein. Donc, on a même fait une démarche politique, puisque je me suis présenté aux élections rien que pour lutter contre ce projet. Et j'ai même failli être élu maire D'ailleurs, si j'avais été élu, il n'y aurait pas de projet, parce que la ville aurait été plaignante. Bref. Donc, on avait tout fait bien pendant 1 an et demi, hein, et on pensait avoir gain de cause. Et donc, comme dans tous les projets, il y a 108 projets en France, des grands projets inutiles et imposés, là, à peu près, hein, c'est ça. Ça se passe toujours de la même façon, en fait. Le public n'est pas informé, il y a un déni de démocratie. Vous le décrivez très bien dans votre livre. Hein. Vous analysez très, très bien pourquoi on en arrive à une ZAD. Et donc, nous, il y a un moment, dans les manifestations, on disait, ouais, si c'est comme ça, on va aller sur le terrain. Or, on n'est pas à Roibon, on n'est pas à Notre-Dame-des-Landes, hein, on est sur un site industriel particulièrement pollué, totalement désagréable et qui est tout petit. Donc, on disait qu'on allait y aller, mais aucun d'entre nous n'y aurait. Mais à force de le dire, il y a des zadistes qui nous ont entendus. Puis un jour, le 30 décembre, ils nous disent, nous, on irait bien faire une ZAD, là. Alors, on s'est gratté la tête, hein, bien sûr, parce que Sivins, c'était juste avant. Donc vous imaginez comment dirais-je, la responsabilité qu'on prend en autorisant les zadistes à venir. On leur aurait dit non, ils ne seraient pas venus, hein, je pense. Hein. Donc on leur dit oui, parce qu'après tout, on avait besoin, nous, on était au bout de notre démarche, on ne pouvait plus rien faire, on était pris pour des rigolos, hein, même le corps médical. Il faut savoir qu'à la préfecture, on était combien, 70, 80 Paul a fait une belle allocution sur les dangers et les méfaits des fumées d'incinérateurs. Et le maire d'Échillé, qui est porteur du projet, lui dit « Mais monsieur, on meurt plus de maladies nosocomiales dans les hôpitaux que des fumées d'incinérateurs. » Ça a mis un blanc. Même la préfète était mal à l'aise. Bon, bref, tout ça pour vous dire que quand les zadistes nous disent « Bon, on arrive », nous, très bien. Alors on leur a ramené tout ce qu'ils avaient besoin. Ils étaient 4 au début. Hein. Ils ont été jusqu'à 25, et donc le 13 mai, le jour de l'évacuation, ils étaient plus que 5. 100 gendarmes mobiles quand même, à 5h30 du matin. 4 mois de ZAD, donc ça s'est super bien passé, pas de conflit majeur. Alors, j'écoutais tout à l'heure, donc c'est des feignants qui ne travaillent pas. Accessoirement, il y a une gamine qui a passé son bac pendant le temps de la ZAD. Il y en a qui arrivaient sur la ZAD, qui allaient travailler et qui repartaient. Ils échangeaient et tout. Les zonards, on n'en a pas vu beaucoup. Hein. Et le peu qu'il y avait, les zadistes ne les aimaient pas trop parce qu'ils donnaient une image négative de leur combat. Un combat qui était soit environnemental, soit financier, parce que c'était un délire financier, ce projet. Hein. Gaspillage d'argent public, d'autres pour des raisons sanitaires. Environnementale. Donc leur combat était louable et nous, ça nous arrangeait bien. Donc ils s'installent le 31 décembre au soir, par moins 5 degrés, et le 1er janvier au matin, on a BFM TV et iTélé qui tournent ça en boucle toute la journée. D'ailleurs, j'ai même de la famille en vacances qui dit « On t'a vu à la télé ?» Très bien, très bien. Plus on en parle, mieux ça va. Bon, iTélé, BFM TV, ils sont venus qu'une fois. Hein. Après, on ne les a jamais revus. Par contre, localement, ça a permis à la presse locale, Sud-Ouest, FR3, Demoiselle FM, d'avoir un peu eux, ils nous soutenaient, enfin, ils
comment ils nous soutenaient, c'est pas qu'ils nous soutenaient, ils relataient bien Sud-Ouest, FR3 et France Bleu La Rochelle, une radio locale, donnaient une juste image de ce qu'était notre combat. Ils n'ont jamais été négatifs. Ils ont même, comment dirais-je, à FR3, fait un excellent reportage sur les zadistes. Ils ont fait une grande émission sur les zadistes déchilés. Alors, c'était des gamins du coin, hein, Saint-Nazaire-sur-Charente, Rochefort, La Rochelle. Ouais, alors donc cette ZAD s'est super bien passée. Et donc, quand elle a été évacuée, ben, on a compté le bénéfice. Alors, aucun désavantage, hein, puisque ça a même permis à une tranche de population qui est venue. On a fait une journée galette, hein, il y a eu jusqu'à 800 personnes sur la ZAD, et les gens ont dit mais c'est ça les zadistes, on ne croyait pas et tout. Ça a été formidable, hein, d'ailleurs, hein. Ça, très bien. Donc le bénéfice pour nous, ça a été une grande communication. Par contre, pour les porteurs du projet, au début, ils n'avaient pas vu que c'était dangereux parce qu'ils n'étaient pas tout à fait prêts à commencer la construction. Donc ils se sont dit 3-4 mois de plus. Ce qu'ils n'avaient pas vu, c'est l'écho médiatique. Donc du coup, ça, c'était pas prévu. Et les politiques locaux ont toujours refusé de discuter avec les zadistes en les traitant de tous les noms. Et plus ils les insultaient, plus les gens étaient curieux et venaient voir si c'était vrai. Et bon, c'était pas vrai. Il y a aussi ce rapport difficile entre les acteurs de la ZAD et la presse à certains moments, avec une certaine méfiance. D'où un pseudonyme, Camille, qui a été inventé. Les zadistes ont dit, parce qu'ils avaient peur un petit peu d'être débordés ou d'être infiltrés par des gens de la presse, pas toujours sains. Et donc, ils ont pris un pseudonyme, Camille, qui a été répertorié dans la centaine de comités de soutien qui existent en France. Et donc, on délocalise, sur le plan politique, on délocalise et on continue dans le médiatique. Oui, il y a je dirais d'autres choses tout à l'heure, peut-être sur la stratégie des zadistes. Alors moi, je parle de ce que je connais, c'est-à-dire des ZAD plus importantes, en taille. Ce que je voulais dire, c'est que moi, je suis très frappé par la très bonne maîtrise de la communication par ces militants zadistes, principalement dans le cas de Notre-Dame-des-Landes. Alors, il y a une part de parano par rapport aux médias traditionnels, qui a un peu disparu avec le temps parce qu'un certain nombre de grands médias les ont plutôt pas trop maltraités. Mais moi, j'ai été sur la ZAD à un moment où il y avait un journaliste du Figaro Magazine, il n'a pas été lynché, il a pu travailler. Mais effectivement, la volonté de l'anonymat, c'est la peur que finalement les journalistes servent les forces de l'ordre en leur apportant des informations, ou bien que certains journalistes soient en réalité des membres des forces de l'ordre. Alors là où c'est plus intéressant, c'est la volonté de se doter de leurs propres médias. C'est la stratégie qu'ils appellent de l'automédia, notamment via Internet. Il y a un site de Notre-Dame-des-Landes qui s'appelle zadnadir.org, qui est extrêmement bien fait, qui est plein de ressources, que ce soit des annonces de covoiturage, des demandes de matériel, des matériaux, enfin des argumentaires, etc. Ce qui est assez notable, c'est que la page d'accueil est en une douzaine de langues, dont le turc et l'arabe, et les autres étant des langues européennes. Et surtout, le discours porté par ce site, qui sert un peu de plateforme à toutes les ZAD et à un certain nombre d'autres conflits type ferme des mille vaches au niveau d'Internet, est répercuté par toute une série de sites amis, ceux des comités de soutien, de groupes d'attaque, de groupes libertaires, de groupes écologistes, etc. Ce qui fait que quand on regarde, par exemple, les 5 premières pages de Google sur aéroport du Grand Ouest, nom officiel du projet aéroport de Vinci, eh bien on a une surreprésentation des sites opposants par rapport aux sites officiels. Alors, du côté des officiels, il y a aussi des erreurs de communication assez étonnantes. Moi, je suis quand même toujours sidéré quand j'y pense que quelqu'un, peut-être le secrétaire général ou le directeur de cabinet du préfet de Loire-Atlantique, ait eu l'idée de baptiser Opération César, une opération d'évacuation d'un village d'irréductibles opposants au pays d'Astérix. C'est dedans. Il y a des remises à niveau en termes de communication qui seraient certainement nécessaires. Voilà, donc il y a une vraie inventivité, il y a un vrai professionnalisme. C'est un label, alors certains le trouvent encombrant aujourd'hui, mais c'est un label qui dit en fait à l'État, attention,
d'Angers, nous sommes forts, et qui dit aux sympathisants, venez nous soutenir. Hein. D'ailleurs, le terme ZAD et le terme zadiste ont été déposés à l'Institut national de la propriété industrielle par un zadiste. Hein, donc ils ne peuvent pas être utilisés n'importe comment. C'est au début du livre, je crois, vous dites, et à juste titre, que, par exemple, Notre-Dame-des-Landes, il n'y a pas eu d'immobilier, il n'y a pas eu le foncier complètement libéré, il n'y a pas eu de ZUP, il n'y a pas eu de rien, puisque c'était une zone à défendre. Mais j'ai bien aimé dans Le Jeune, c'est Le Jeune qui dit zone d'aménagement différé, alors qu'il était sans doute pas né quand ça a été créé. C'est un jeune qui le dit. Mais justement, parce que ça n'a pas été aménagé, c'est la zone la plus verte au-dessus de Nantes, quoi. Voilà, c'est un paradoxe. Le paradoxe, c'est que le projet d'aéroport a protégé, tant qu'il n'était qu'un projet. Évidemment, si ça devient une réalité, il va détruire, mais le caractère naturel du terrain. Oui. En reparlant, je sais ce que je voulais dire tout à l'heure sur les médias, pour avoir été parmi les gauchistes à Notre-Dame-des-Landes aussi, faire un défilé avec 40 000 personnes, avec des poussettes, des handicapés, des petits-enfants, etc. Ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'était les zadistes qui avaient récupéré Radio Vinci pour informer comment la circulation se faisait, etc. Et ça, c'était assez extraordinaire. C'était une vraie prise de guerre et je trouvais très, très intéressant. Non, je voulais revenir sur, on a parlé tout à l'heure, sur cet espace libéré qui est libre, où rien ne se passe normalement, et où on reconstruit un autre monde. On a parlé des altermondialistes tout à l'heure, et il y a un essai, il y a une esquisse de nouvelles vies, de nouveaux mondes, de nouveaux rapports humains, de nouveaux rapports à la terre, de nouveaux rapports aux politiques, à l'organisation, à la gouvernance même du territoire. Et ça me paraît aussi intéressant. C'est un laboratoire, ça devient un laboratoire un petit peu. Oui, si on veut, moi, après, on est séduit ou pas par ça, mais il y a une volonté de construire une autre société, un territoire alternatif. Ça n'est pas sans contradiction. Par exemple, il y a des conflits entre deux catégories de zadistes. C'est eux-mêmes qui ont introduit cette distinction. Ceux qui ont un certain capital culturel, économique, alors le terme capital va évoquer trop, mais c'est-à-dire qui ont un peu d'argent, qui peuvent, parce qu'ils ont fait des études, partir de la ZAD de temps en temps, aller travailler, remettre de l'argent de côté et revenir. Et puis les autres, qui sont plutôt des accidentés de la vie, qui se baptisent eux-mêmes les arrachés, et qui reprochent au premier un certain mépris de classe. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de bureau politique, etc. Je doute qu'il n'y ait aucun phénomène de pouvoir au sein. Et les rapports avec les autres habitants du territoire concerné, par exemple les agriculteurs, qui sont, dans le cas de Notre-Dame-des-Landes, globalement bons, ce qui n'est pas du tout le cas à Sivens, où c'est vraiment très 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 différent. Bien, ils se sont mis en place parce que les zadistes ont su dépasser un certain nombre de projets infantiles qu'ils avaient au début. Il y avait des discussions sur libérer les animaux domestiques, par exemple. Alors évidemment, les éleveurs du coin n'étaient pas tellement chauds à cette perspective. Je pense que les vaches laitières auraient beaucoup souffert aussi d'être relâchées dans la nature. Mais il y a une volonté de passer une alliance. Donc les zadistes participent à des travaux, posent des clôtures, participent à des récoltes. En échange, ont le droit à brancher de l'électricité, etc. Mais les rapports avec d'autres habitants à Notre-Dame-des-Landes ne sont pas bons. On les accuse d'intrusion, de couper des arbres, de faire des barrages qui filtrent le passage sur les petites départementales, de faire des graffitis. On les accuse même d'un cambriolage. Donc ne versons pas dans l'angélisme. Ce nouveau territoire, c'est une aspiration. C'est certaines pratiques qui sont complètement différentes. Il n'y a pas d'argent, on circule à pied, etc. Mais c'est quand même pas le paradis socialiste avenu sur Terre. C'est vrai et pas, parce que c'est vrai ce que vous dites, mais il y a aussi, moi j'ai vu 500, 700 tracteurs avec des panneaux préformés en bois, où la solidarité des gens qui étaient là soutenait ces panneaux en chaîne humaine pour les amener sur le site de reconstruction.
dans la boue, en plein mois de février. Mais ça, c'est autre chose. Voilà. Mais c'est-à-dire que les locaux, même la petite boulangerie de Notre-Dame-des-Landes tourne aussi par rapport à ça aussi, quoi. Et ça se passe plutôt bien, quoi. Oui. Mais moi, je pense... Alors ça, c'est plus général. De toute façon, quand on participe à des luttes de ce type, que ce soit une ZAD au sens plein du terme ou bien le combat que vous menez, on contribue à changer la société. Alors, on ne produit pas... Moi, je ne suis pas très, très convaincu, honnêtement, par ces histoires de société alternative sur un territoire donné, où il y aurait quelque chose d'inverse de la société extérieure. Je crois plus... je suis plus intéressé à l'évolution de la société générale, même si c'est moins spectaculaire, si simplement certains combats introduisent plus de prise de conscience, plus de participation, plus de responsabilité, plus de lucidité, plus de transparence. Ça m'intéresse plus, moi, qu'une sorte de communauté de néo-ruraux utopique ou utopiste. Voilà, je suis assez sceptique. Mais bon, c'est un point de vue là. Oui. Je réagis justement sur l'utopie. Je crois que c'est l'un des points très forts des ZAD. C'est d'incarner l'utopie. C'est peut-être maladroit, c'est peut-être, etc. Mais je crois que depuis 8 ans que ça existe à Notre-Dame-des-Landes, il n'y a pas d'accident majeur. C'est quand même un endroit où c'est, comme vous l'avez dit, c'est une zone de non-droit. C'est une zone où il n'y a pas de police, il n'y a pas de... c'est quand même une belle utopie en marche. Alors, ça ne va pas essaimer, mais je pense que symboliquement que ça existe, avec les relais que ça se fait autour, moi j'ai amené mes enfants là-bas, etc., et de voir que ça peut fonctionner différemment, je pense que symboliquement c'est très très riche, et c'est peut-être même plus fort que le médiatique et le politique. Le fait que des ZAD symboliquement existent, c'est très important. Oui, et puis ce qui est intéressant, c'est que les zadistes, une fois sur place, ils reconstituent, vous le dites bien dans votre bouquin, une petite société avec une certaine hiérarchie. Finalement, les premiers jours, chacun s'installe dans son coin, mais il y a un court instant où il faut quand même penser à faire les AG, à approvisionner et puis faire les quarts de nuit quelque part, parce que l'idée c'était de tenir les barrières la nuit pour pas que les gendarmes et donc il faut un minimum d'organisation, et d'ailleurs ça s'est pas trop mal passé. Il y a eu quelques conflits parce que ils ont réussi à à faire sortir un zadiste qui allait peindre sur les panneaux de circulation, quoi. Et c'était très mal perçu, parce que c'est tout l'inverse, justement. Alors, on se demande d'ailleurs pourquoi ce gars-là était là. Enfin bref, il a été viré. Et donc, il y avait quand même une certaine organisation. Hein. C'est pas une hiérarchie, mais c'était quand même, ça fonctionnait. Hein. Et donc, alors, je dis pas que c'est une utopie qui peut marcher, mais quelque part, et comme disait Paul, là, ils étaient organisés. Ils faisaient des ateliers pour, quand les gens venaient les voir, ils avaient quelque chose à montrer. Alors ça, c'est l'exemple de Notre-Dame-des-Landes. Si on prend Sivens, il s'est passé un processus exactement inverse. C'est-à-dire, on était resté tout à l'heure sur la victoire surprise, bien que douloureuse, née de la mort de Rémi Fraisse. Donc on peut penser que tout d'un coup, le rapport de force a définitivement basculé. Et en réalité, il se passe un effet pervers, qui est que la surmédiatisation du conflit, auquel personne ne s'intéressait en dehors de Midi-Pyrénées, avec l'afflux de dizaines de médias, y compris internationaux, des télés, des journalistes de la presse écrite, etc. Donc une surexposition soudaine a donné une énorme notoriété au conflit, et qu'on a vu affluer, après les journalistes, qui sont partis assez rapidement, un certain nombre de gens qui ne s'intéressaient absolument pas au projet de barrage, et qui étaient soit là pour affronter les forces de l'ordre, dans une logique de combat contre l'État répressif, entre guillemets, et puis des marginaux. Tout ça sur une petite ZAD, une petite surface. Et donc, assez rapidement, la ZAD, d'abord, est devenue surpeuplée, alors que Notre-Dame-des-Landes, c'est immense. Elle a connu des problèmes sanitaires. Elle a connu des problèmes, des tensions extrêmement fortes, notamment entre les premiers occupants et les nouveaux venus. Et les premiers occupants ont eu tendance à partir. Et donc s'est enclenché un processus assez rapide de dégénérescence de la ZAD. Et donc là, c'est l'inverse de ce que vous décrivez à Notre-Dame-des-Landes, où finalement il y a un truc stable, innovant socialement, qui se met en place, qui fonctionne assez bien,
Au point d'ailleurs qu'il y a, c'est un des faits majeurs, il y a une véritable alliance entre les opposants traditionnels, classiques, et les zadistes. On se respecte. Ils ont la même phrase. Moi, ça m'a frappé. J'y étais avec des étudiants. On voit un agriculteur qui menaçait d'expropriation et on voit un zadiste. Et ils nous disent exactement la même phrase. Les uns sans les autres, on n'est rien. Donc, on est différents, on l'assume, on est complémentaires. Aux uns, les pétitions, les délégations en préfecture, les inventaires de la faune et de la flore. Aux autres, l'occupation permanente, l'affrontement avec les forces de l'ordre. On a besoin les uns des autres, et donc puisqu'on a besoin les uns des autres, on accepte nos différences. Suivant, c'est le contraire. Et donc ça veut dire que... alors tout ça parce qu'il y a la question de la violence, qu'on n'a pas abordé, mais qui est quand même, je veux dire, un point sous-jacent et important, et très délicat tactiquement et stratégiquement, à la fois pour les zadistes, qui n'excluent pas le recours à la violence, puisque sans ça, ça voudrait dire qu'ils acceptent de ne pas résister, et les forces de l'ordre, qui ont des consignes d'obtenir l'évacuation. Pour les deux camps, c'est une nécessité dans certaines conditions, et c'est en même temps quelque chose qui est extrêmement délicat et peut se retourner contre eux. Oui, sur cette complémentarité entre les autochtones, on va dire, et puis ces jeunes qui viennent de l'extérieur, on peut dire, on regarde ce qu'on a vu depuis hier soir et encore cet après-midi, un monde qui s'en va à tout va. C'est pas inintéressant d'essayer un autre monde, d'essayer de comprendre autre chose, même si c'est compliqué, même si on sait que construire une société, c'est difficile, voilà, et que ça demande du débat et de la confrontation. Et c'est quand même, je parlais de laboratoire tout à l'heure, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Juste pour compléter, souvent on a fait un comparatif entre ce qui s'était passé au Larzac et à Notre-Dame-des-Landes. Je ne parle pas de Sivins, hein, voilà. Comment les médecins se sont mobilisés, alors que vous me disiez l'autre jour, nous, on avait notre formation à la fac, médecin et tout, et on était dans notre petit monde, quoi, voilà. Et on a découvert qu'il y avait des choses à côté de chez nous qui se passaient et comment on pouvait devenir citoyen. Alors là, oui, c'est un peu satellite par rapport à la ZAD, mais c'est pour dire comment un mouvement contre l'incinérateur peut mettre en chemin bien au-delà de ce qu'on pense. Nous, donc, on était médecins de Rochefort. Moi, je suis médecin à l'hôpital de Rochefort. Quand nos patients et nos amis nous ont dit l'incinérateur, est-ce que c'est dangereux, on ne savait absolument pas. Donc on s'est réunis à une quinzaine de médecins, à la fois des médecins libéraux et des médecins de l'hôpital, et on a fait ce qu'on sait faire, c'est-à-dire on a lu les articles, on a étudié les dossiers, on a déconstruit le discours de Vinci qui disait que de l'incinérateur avec les filtres actuels, il n'y avait plus aucun risque. En fait, on a repris les études, c'est vrai qu'il y avait un risque de cancer, avec les nouveaux filtres, il n'y avait pas d'études. On a analysé ce qui sortait un peu des incinérateurs et on a construit un discours en disant qu'il y avait quand même un autre avis des risques et on ne prenait pas parti pour ou contre le projet en disant que les gens sont suffisamment intelligents pour prendre une décision, pour vous faire une opinion. Et ce texte a été signé par plus de la moitié des médecins du Pays Rochefortais, à la fois les médecins libéraux et les médecins de l'hôpital. Alors il faut savoir que c'est quand même pas facile pour un médecin dans une petite ville de signer un texte comme ça, prenant position sur un sujet qui était très controversé à l'époque. C'est un sujet de santé, quand même. Oui, mais même sur les sujets de santé, c'est rare que les médecins signent de leur nom une pétition. On n'est pas dans cette habitude-là de signer des textes. On n'est pas militants, quoi. Certains d'entre nous sont militants. C'est pour ça qu'on a fait un texte qui n'était pas très militant. On ne voulait pas être 10 à signer. On voulait vraiment que ce soit un texte où tous les médecins, où la majorité des médecins puissent se retrouver. Et là-dessus, on a fait, donc il y a eu un débat contradictoire. Hein. Vinci a fait venir un professeur qui s'appelle le professeur Narbonne pour nous porter la bonne parole. Ils nous ont fait venir en disant, voilà, vous ne comprenez rien, vous êtes des petits médecins, etc. Il y a eu un discours contradictoire. On a fait venir un professeur qui s'appelle André Sicolella. Il y a eu une conférence à Rochefort où il y avait, je crois, 500 personnes. Et du coup, nous on ne connaissait pas du tout ce sujet-là. Et en fait, au bout d'un an, on a monté une association. Ça nous a fait rencontrer les politiques. On était voir le préfet. On est allé voir les politiques avec Roland et d'autres. On a fait des conférences publiques pour dire notre vision sanitaire du projet. Et du coup, on a monté une association ça nous a ouvert sur tout ce champ qui était la santé environnementale, sur tous les risques des pollutions sur notre santé. Et on a monté une association justement sur les relations entre la santé et l'environnement, en faisant le constat qu'on n'était pas formés.
Donc on fait aussi des formations auprès des médecins. On s'informe et on forme, on fait des conférences publiques. On a fait la semaine dernière avec Grefeuille sur pesticides et santé. Et tout ça pour dire que ça nous a mis en contact avec nos médecins généralistes. Il y a tout un réseau qui s'est créé. Et on a ouvert sur cette crise sanitaire. Là, alors on a parlé beaucoup du climat, mais nous en tant que médecins, ce qu'on voit, c'est la crise sanitaire qui est en cours. On voit les troubles de la reproduction, on voit les spermatozoïdes qui ont baissé de 50% en 50 ans, on voit les allergies qui étaient 3% en 70, qui sont maintenant presque un enfant sur deux. On voit, moi je travaille beaucoup avec les cancers, je vois beaucoup de cancers, les cancers ont quand même doublé en 30 ans en France, alors il y a une augmentation de la population, mais il y a aussi le changement de l'environnement. Et on voit cette crise sanitaire, et un peu ce qu'a très bien décrit la notion de deuil, c'est-à-dire que le côté tétanisant de notre discours. C'est-à-dire qu'on dit tout ça, puis les gens nous disent mais qu'est-ce qu'il faut faire? Les perturbateurs endocriniens, par exemple, ça agit à toute petite dose. C'est-à-dire pour se protéger des perturbateurs endocriniens, c'est très très difficile. Hein, quand un candidat veut interdire les perturbateurs endocriniens, en pratique, c'est très très difficile. On a même vu dernièrement des grands écolos, Isabelle Autissier, dans leurs cheveux qui mangent bio depuis 20 ans et plein de perturbateurs endocriniens. Voilà. Donc on a ce discours assez tétanisant et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un autre discours? Alors on a parlé beaucoup du catastrophisme. Et en fait, là, on monte un atelier. En fait, on s'est aperçu qu'on est médecin à Rochefort. Et à Rochefort, il y a une histoire médicale. Il y a un hôpital qui était de la marine. Et les médecins du XVIIIe siècle sont partis cartographier le monde, comprendre le monde, le classer, etc. Avoir une attitude scientifique. Et nous, on veut réfléchir pareil avec d'autres. Donc on a monté un atelier où on réfléchit avec des psychologues, des urbanistes, des philosophes, en disant notre regard sur la santé, notre regard sur l'environnement, à distance, est probablement pas le bon. Hein, quand on a parlé de prédation, etc. Mais nous, pareil, de médecins sachants, imposant un traitement, c'est la même position. Et vers lequel on va, c'est qu'il faut être impliqué. C'est-à-dire qu'on fait partie de la nature, le médecin fait partie de l'acte thérapeutique, et qu'il faut travailler sur cette implication. Ça amène un travail sur soi, ça amène un changement de regard. Et c'est pour vous dire que finalement, Vinci nous a amené par certains incinérateurs à monter un groupe de réflexion de médecins à Rochefort, d'amener la maternité de Rochefort qui va être sans perturbateurs endocriniens. Ça, voilà, je vais vous dire tous les ricochets que peut faire un combat. Vous voyez que tout n'est pas mauvais finalement. Même perdu, parce que l'incinérateur se construit même si on a des blocages juridiques. Tout ce qui peut rebondir, et j'imagine que dans d'autres secteurs, c'est ça. Voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. En tous les cas, merci pour ce témoignage, parce que ça montre bien que décloisonner les secteurs, c'est quand même important. Et pour que la société civile soit efficace, il faut qu'elle se rende compte, qu'elle organise. Ici, il y a un collectif Transition Citoyenne, par exemple, qui travaille d'une manière très intelligente. Et il y a encore du boulot pour refaire la société, refaire le monde. Mais voilà, ça me paraît vraiment important. Alors, vous avez écrit les 4 grandes conditions, c'est 4, je crois, d'une ZAD pour que ça fonctionne. On voudrait tout savoir. Prochaine ZAD. Non, j'ai essayé de réfléchir aux raisons pour lesquelles il y a des ZAD sur certains conflits et pas sur d'autres. Et finalement, il n'y en a pas tant que ça. Et alors, outre le fait que je pense que le réservoir de militants pour mener le type de combat qu'implique une ZAD n'est pas forcément immense, parce que c'est quand même des conditions très très rudes. Il y a une chose que je pense qu'on ne peut pas nier aux zadistes. Encore que l'autre jour, dans un autre débat à Lyon, un représentant du MADEF m'a dit « mais qui les paye ?» Encore une histoire d'argent. Voilà. Je ne lui ai pas demandé qui le payait lui, mais j'ai quelquefois l'esprit d'escalier, donc ça ne m'est pas venu. Donc, évidemment, ça c'est une première raison, c'est-à-dire qu'il faut des conditions personnelles pour être zadiste, de conviction, mais aussi de disponibilité, que tout le monde n'a pas quand on a une famille, un emploi, etc. Alors, il me semble qu'il y a un certain nombre de choses qui renvoient au territoire concerné et qui renvoient aussi à la stratégie des acteurs, qui sont importantes pour qu'une ZAD, non seulement se mette en place, mais elle perdure dans le temps. Alors évidemment, il faut un conflit. Puis il faut un conflit un peu comme ceux que vous décriviez tout à l'heure, c'est-à-dire où les opposants traditionnels, classiques, ont le sentiment que la situation est en train de leur échapper
que face à eux, il y a une sorte de rouleau compresseur et qu'ils ont vraiment besoin de renfort. Et le premier effet d'une ZAD, c'est d'apporter du renfort de militants, jeunes, enthousiastes, très très disponibles. Et ça modifie, avec le fait que j'ai expliqué au début de l'occupation, ça modifie le rapport de force. Donc il faut un conflit qui dure depuis un certain temps, qui soit dur, qui soit cristallisé, et qui soit en train d'échapper en général aux opposants classiques. Il faut que le territoire, le terrain au sens du terme, au sens militaire du terme, s'y prête. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de défendre une ZAD quand c'est une forêt, un paysage de bocage, que quand c'est un paysage de champs ouverts comme à Bure par exemple, où il y a un bois, mais le reste c'est des champs à perte de vue. Là, les forces de l'ordre sont très favorisées, peuvent se déplacer, elles voient ce qui se passe. Voilà, donc techniquement, en termes de tenue du terrain, c'est beaucoup plus difficile dans ces cas-là. Je pense que la proximité d'une grande ville ou d'une ville étudiante, c'est un élément important, parce que c'est là que les zadistes vont trouver des soutiens capables de se mobiliser rapidement, notamment en cas d'opérations d'évacuation, mais aussi de nouer des liens économiques avec eux. Par exemple, à Notre-Dame-des-Landes, un certain nombre de productions agricoles de la ZAD sont vendues dans des épiceries alternatives sur Nantes. Et de ce point de vue, donc, il vaut mieux être près de Nantes, près de Toulouse, près de Lyon ou de Grenoble, que près de Chaumont ou de Bar-le-Duc. On n'a pas du tout le même milieu, parce qu'on a des villes beaucoup plus petites, et on n'a pas d'étudiants, parce qu'on n'a pas d'université. Et puis, la dernière condition qui, à mon avis, est la plus importante, c'est la capacité des zadistes à nouer une alliance durable, claire, comme c'est le cas à Notre-Dame-des-Landes, comme ça a été beaucoup moins le cas à Sivens, avec les opposants classiques. Et là, ça veut dire que, d'une part, que les opposants classiques s'y prêtent, mais ça veut dire surtout que les zadistes font un certain nombre de compromis. Donc, quand on parlait tout à l'heure du territoire alternatif qui est la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est aussi un territoire où des gens qui sont radicaux dans leurs opinions, des altermondialistes, se confrontent à un problème stratégique qu'ils n'avaient pas du tout quand ils manifestaient dans les rues des grandes métropoles. C'est comment on s'implante et on noue une alliance avec une population qui n'a a priori absolument pas les mêmes valeurs que nous. Et au Larzac, ça s'est passé. C'est-à-dire que les 102 ou 103 paysans du Larzac, au départ, ce n'étaient pas du tout des gens spécialement à gauche. C'est une région catholique, traditionnaliste. 3 ans plus tôt, il y avait les événements de mai 68 qui passaient à la télé. Et je pense qu'il n'y avait pas de sympathie spéciale parmi les futurs paysans du Larzac, enfin, futurs paysans de Larzac, label contestataire, par rapport à ces jeunes citadins qui érigeaient des barricades dans le quartier latin. Ils le disent, les autochtones, au début du film, voilà. Tous au Larzac d'ailleurs. Hein. Moi, ils ont changé. Ils ont changé. Dans le cadre de Notre-Dame-des-Landes, c'est encore plus difficile parce que au Larzac, les soutiens extérieurs étaient cantonnés dans une position de soutien extérieur. Ils venaient sur le Larzac de temps en temps, ils venaient pour les grands rassemblements de l'été, mais ils n'étaient pas installés de manière permanente, alors que les zadistes le sont. Et là, il faut apprendre à vivre, à passer des compromis avec des gens qui n'ont pas le même point de départ que vous, qui ont un intérêt commun, qui n'ont pas les mêmes objectifs totalement, c'est-à-dire les deux zadistes et opposants traditionnels sont pour l'abandon du projet d'aéroport, mais les zadistes poursuivent des objectifs bien plus lointains, bien plus larges. C'est une bataille dans une guerre qui se mène sur d'autres fronts et à d'autres endroits. Et donc, il y a un moment où ça peut se séparer. Mais pour le moment, il y a alliance parce qu'il y a objectif commun, intérêt commun. Alors sur Échillé, les 4 conditions sont différentes parce que justement, mais on l'a dit depuis. De toute façon, nous, notre ZAD, elle a quand même duré 4 mois et je vous ai dit que c'était positif. Mais au départ, on a un conflit qui est pas ancien, puisque pendant 10 ans, le projet est élaboré en toute discrétion par les élus, les administrations. Nous, on le découvre qu'au dernier moment. C'est au moment de l'enquête publique, en fait. C'est-à-dire 3 mois avant le lancement des travaux, pendant l'enquête publique, on est là. Mais qu'est-ce que c'est cette affaire ? Donc déjà, le conflit n'est pas vraiment ancien. Après, donc, la proximité d'une grande ville, Rochefort est une très très belle ville, mais hélas,
sa population n'est pas tout à fait universitaire. Ou elle l'a été, mais elle ne l'est plus. Et puis, oui, mais les Rochelais ne sont pas concernés par le combat des Chilés. Après, donc, vous dites il faut un terrain favorable. Alors là, on n'y est pas du tout. On est sur un site industriel, un incinérateur, ça rejette du mâche-fer, toutes les maisons qui sont autour, c'est de la fumée noire qui retombe. Et donc, on est sur un site particulièrement désagréable, qui est tout petit, qui est pollué et qui est dans une impasse en plus. Alors ça veut dire que quand les gendarmes veulent bloquer, ils bloquent, enfin bref. Et puis après, pour ce qui est du soutien local, alors c'est vrai qu'on était... Les gens qui sont contre le projet ont soutenu les zadistes. Mais cette ZAD n'a fait que cliver. Ceux qui étaient pour étaient plus pour, si on pouvait l'être un peu plus qu'on ne l'était déjà, et ceux qui étaient contre, par contre, avaient un bel argument en disant, voyez, tous ces zonards qui arrivent. Donc heureusement, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça n'a pas été, ils n'ont pas réussi à avoir gain de cause, mais globalement, on n'avait pas de bonnes conditions, ce qui explique peut-être qu'au bout de 4 mois et demi, on avait, je vous dis, le jour de l'évacuation, il n'y avait que 4 zadistes sur place. Hein, d'ailleurs, ça s'est fait... comme ça, quoi. Ils étaient grotesques, les gendarmes. Hein. Et d'ailleurs, le capitaine de gendarmerie qui commandait l'opération était tellement furieux qu'il n'y ait personne, quoi, qu'il a fait verbaliser toutes les voitures, parce que tous les sympathisants, on avait un réseau par téléphone, on a prévenu tout le monde. Hein. À 5h30, ça a commencé, à 7h, on était des centaines autour, et donc ils ont verbalisé toutes les voitures pour mettre des PV. C'est la seule chose qu'ils pouvaient faire. Voilà. Donc, bon, enfin bref, ils l'ont évacué quand même. Juste un petit complément quand même qu'à part là. Vous me disiez qu'au niveau du traitement des déchets, je parlais de l'article de Sud-Ouest d'hier, l'accord avec Cyclades, etc., qui fait au contraire un tri très sélectif et très organisé, que là, c'était pas terrible pour faire du tonnage et pour pouvoir justifier du... Voilà. En fait, ce projet, donc, et les zadistes l'avaient bien compris. Et puis pour ceux qui ne connaissaient pas le sujet, parce qu'il y a quand même des gens qui étaient là parmi les zadistes, hein, qui étaient pour la défense de l'environnement ou la défense pour le gaspillage d'argent public. Ils nous demandaient, et on a fait des séances d'information sur l'aspect médical, enfin bref. Et donc ils étaient demandeurs. Et donc là, il y a une semaine, le tribunal vient enfin de débouter le syndicat qui porte ce projet, syndicat, sur une pécadille. Hein. En fait, nous, on a développé des gros sujets, et c'est un peu comme Elliot Ness qui a fait tomber Capone pour des problèmes de comptabilité. Le volet juridique qui fait qu'on a gagné au tribunal est mineur, mais néanmoins, ça nous fait gagner 1 an. Et donc, les zadistes sont tout contents de voir que leur présence a été quand même... pas négligeable sur cette affaire. Et vous me disiez là, donc... Juste, c'est dire que cet incinérateur, il y a déjà un petit incinérateur à Échillais, et il est inutile. En fait, si on trie aussi bien qu'à La Rochelle ou autour de Surgères, on n'a pas besoin de nouvel incinérateur. Donc c'est vraiment un projet à 100 millions d'euros, fait par Vinci, imposé aux politiques locaux, imposé à la population, et qui est totalement inutile. Si on trie raisonnablement bien, sans faire d'exploit, on n'a pas besoin de nouvel incinérateur. Celui qu'on a actuel, à 15 ans, il est plus récent que celui de La Rochelle. Vous en avez un à La Rochelle. Et il est bien sûr aux normes, parce que tous les incinérateurs sont aux normes, avec les limites qu'ont les normes, bien sûr, au niveau sanitaire. Alors pour mettre des projets en place comme ça, il y a des astuces. On a un maire qui a vu sa population dans sa commune augmenter de 4,6%. Il a ouvert un lotissement. Sur une commune de 500 habitants, vous mettez un lotissement sans maison. Donc cette année-là, la population a augmenté de 4,6%. Donc il a dit, toute la population de Sud-Charente augmentera de 4,6% par an. Il n'a pas dû prendre de calculette, parce que quand vous faites 4,6 d'augmentation pendant 16 ans, ça double la population. Or, les régions qui doublent leur population tous les 15 ans, c'est quand même rare, surtout le Sud-Charente. Bref. Donc, on n'a pas fait de tri pendant 10 ans. Et ça, les jeunes là, qui sont venus sont des jeunes qui sont impliqués dans la défense de la nature. On a un programme Natura 2000 autour de chez nous, donc qui est gentiment découpé d'ailleurs juste autour de l'incinérateur. Enfin bref. Donc, on n'a pas fait d'effort de tri pendant 10 ans. On n'a pas entretenu l'incinérateur existant, ce qui justifie qu'au final, il faut bien faire un œuvre. Vous voyez bien, il est foutu le nôtre. Et puis, regardez tous ces déchets. Donc, les jeunes, quand ils sont arrivés, ont vite compris qu'ils défendaient une bonne cause là. Et là, donc, pour certains d'entre eux, on les voit toujours, parce qu'ils viennent toujours à toutes les réunions, ils suivent les procédures au tribunal. Donc on a gagné au tribunal, une première petite victoire, mais on fait confiance à Vinci pour relancer de plus belle. Et donc ça veut dire que de ZAD, il n'y aura plus, bien que la ZAD existe toujours. On a toujours une zone à défendre, mais il n'y a plus de zadistes dessus. Donc dans le cadre des grands projets inutiles, on voit bien, ça se justifie, etc. Moi j'ai envie de revenir, pour terminer, avant de vous passer la parole. Vous êtes géographe. Et donc, en termes d'aménagement du territoire, quid de la prospective? Quand on entend ça,
quand on entend Notre-Dame-des-Landes, ça date des années 70, je crois, pour envoyer le Concorde à New York, ou 60 même. Voilà, 6-20, je ne sais pas exactement, mais on a plein de projets comme ça. On se dit, mais pourquoi? Qui a pu penser à ça, quoi? Et juste pour terminer, c'est à la fin du livre, vous parlez de la concertation avec la Commission nationale du débat public, quoi. Justement, comment c'est mis en place et comment vous voyez les choses? Alors ça, c'est deux sujets différents. Sur la prospective, quand il s'agit de grands projets d'infrastructure, le problème qu'on a, je dirais pas seulement les aménageurs, mais la société, c'est que la construction de ces projets prend des années. Depuis le moment, en fait, le processus d'aménagement, depuis le moment où il y a un décideur qui valide l'idée qui va conduire à des études en amont, puis de plus en plus détaillées, etc., jusqu'à la mise en service, ça prend souvent 10 ans. Et dans certains cas, il y a des stops, et ça reprend, et ça dure encore plus longtemps. Et ensuite, un projet de ce type, par exemple un aéroport, ça fonctionne pendant des dizaines d'années, c'est-à-dire plus d'un demi-siècle. Quand on construit un aéroport, quand on construit une ligne à grande vitesse, quand on construit un canal à grand gabarit, peu importe, on le fait pour plutôt l'échéance d'un siècle. Or, personne n'est capable de dire ce que seront un certain nombre de variables dans un demi-siècle. Quel sera, par exemple, le prix du kérosène? Quelle sera la consommation de kérosène par les avions? Personne ne sait. Il y a certaines idées. Je ne parle même pas d'un siècle. Dans 20 ans, quel sera le prix du kérosène? Personne ne sait. Personne ne sait. Et donc, en fait, des projets de ce type sont mis en œuvre à l'aveugle. En se disant, ben voilà, il est probable que, et avec un certain nombre d'acteurs qui ont intérêt à ce que ces projets se réalisent parce que c'est des marchés pour eux, qui vont dire, ben, non, c'est pas probable, c'est plus que probable, et c'est ce qu'il faut faire. Alors, il y a une autre façon de poser le problème, c'est de dire quelle est la société que nous voulons. Voilà. On revient à ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à travers ces questions d'aménagement, d'environnement, etc., et ces conflits qui sont sur des objets très concrets, par exemple votre incinérateur, eh bien, on débat de la société qu'on veut. C'est-à-dire qu'on est amené à débattre ensemble pour décider qu'est-ce que nous mettons dans la notion d'intérêt général, qu'est-ce que c'est que le bon aménagement, le bon fonctionnement que nous voulons pour notre territoire, pour notre société. C'est ça. Donc on est au cœur. Alors on nous dit plus généralement qu'il y a une crise du politique parce que de plus en plus d'abstention. Bon, la campagne, la présidentielle dans 3 semaines, qui va avoir lieu dans 3 semaines, le confirme encore. Mais en fait, il y a crise de forme classique de la décision politique et du système politique, et puis il y a de la politique du politique qui ressort autrement. Quand vous amenez des 100 ou 200 ou plus personnes prévenues à 5 heures du matin à être là à 7 heures dans un site pour empêcher quelque chose, ils font de la politique. Ils en font bien plus que quand ils votent. C'est bien plus impliquant. Ce que vous faites, c'est réinventer la politique. On va passer aux questions dans la salle. Je ne pense pas que ce soit une question. Je pense qu'on n'est pas allé sur le même barrage, monsieur. Barrage de Sivins, oui. Il se trouve que ma compagne et moi, on est allés chez des gens de la Confédération paysanne. Alors, le seul point commun que nous ayons ensemble, nous sommes paysans tous les deux aussi, le seul point commun que nous ayons ensemble, c'est qu'il y avait un problème avec certains des zadistes. Sauf qu'il y avait tout un paquet de paysans qui ne voulaient pas de ce barrage, parce que ça les privait de leur pâturage. Et les paysans, les agri-managers qui veulent de ce barrage, qui le veulent toujours, c'est uniquement ceux qui sont en bas pour arroser leurs pruneaux d'Agen, leur maïs, etc., pour Roundup et compagnie. Voilà. Donc on n'est pas allé sur le même barrage du tout. Et je vais me laisser terminer, s'il vous plaît. Je ne suis pas très long, je sais être concis. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que la mort de Rémi Fraisse, hélas, c'est catastrophique, mais ça fonctionnait avant. On est bien d'accord. Ça veut dire quoi, ça fonctionnait avant? La ZAD existait bien avant et elle a bloqué le système. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je pense que vous êtes au courant que ce barrage est illégal totalement. Toutes les décisions prises par
collusion entre l'aménagement des coteaux de Gascogne et le président du Conseil général ont été annulés définitivement. Donc les zadistes ont gagné quelque chose. Je voulais simplement dire aussi aux médecins qui est présent que je suis toujours surpris que les médecins soient surpris qu'il y ait des pollutions et que ça nous tue. Dans le monde agricole, le monde professionnel agricole, il y a à Notre-Dame-des-Landes une unanimité des acteurs contre le projet. Non seulement la Confédération paysanne, qui est née en partie à Notre-Dame-des-Landes, en Loire-Atlantique, je veux dire, qui est née en Loire-Atlantique, puisque ce sont des militants syndicaux de la FDSEA de Loire-Atlantique qui, s'associant avec des gens du Larzac, ont fondé la Confédération paysanne. Donc la Confédération paysanne en Loire-Atlantique, évidemment, est contre, mais la FDSEA de Loire-Atlantique est aussi contre le projet d'aéroport. Donc, je voulais simplement mettre le doigt sur une différence en termes de rapport de force entre les deux situations. En Loire-Atlantique, autour de Notre-Dame-des-Landes, le monde paysan est totalement mobilisé, et vous parliez tout à l'heure de la solidarité qui est manifeste, qui est très large, qui va d'ailleurs au-delà de la Loire-Atlantique, dans l'Ouest, notamment en Bretagne. À Sivens, on a un monde agricole qui est divisé. Je ne nie pas, absolument pas, qu'il y ait des militants paysans, notamment de la Confédération paysanne, qui, dans le Tarn, soient contre le projet, qu'ils soient concernés directement sur leur pâturage ou pas, par principe, par conception de ce que doit être l'agriculture. Mais à la différence de Notre-Dame-des-Landes, il y a une partie importante, influente, du monde paysan tarnais qui est pour le projet. C'est tout ce que je voulais dire. Okay. Pourquoi les pollutions on ne sait pas que les pollutions sont dangereuses pour la santé. C'est très long de faire la preuve scientifique. La deuxième chose, c'est qu'on est dans un modèle curatif en France. Hein. Nous, on soigne. On est peu dans la prévention. Moi, je suis un médecin d'hôpital. Je soigne plus que de faire des campagnes de prévention. Et par contre, je trouve que c'est l'information diffuse. Et alors après, il y a le problème de l'information. Et vous connaissez le poids des lobbies dans le système de la santé, comme dans le monde agricole. Hein. Parce que d'ailleurs, tous les paysans ne pensent pas la même chose des pesticides. Hein. On a eu un discours à Aigrefeuille. Il y avait quelques agriculteurs de la FNSEA, ça a été assez tendu le discours. Je voulais dire que moi je me place du côté des opposants qui ont aidé au montage de la ZAD. Pour tout vous dire, la ZAD est née chez moi. Ce que je veux dire, c'est que quand il y a un montage comme nous on a fait, il était évident qu'il fallait que les opposants classiques et les jeunes zadistes puissent, disons, collaborer et se soutenir les uns les autres. Ils ont fait dans le froid, dans l'eau, dans le vent, dans les poussières de mâchefers, ce que nous, on n'a pas été capable de faire. Nous, on ne pouvait pas le faire physiquement ou parce qu'ils travaillaient, enfin bon, etc., etc. Donc, pour moi, il était évident qu'il fallait qu'on travaille avec eux. Ça a permis également d'alléger un petit peu les conflits qu'il pouvait y avoir, parce qu'ils ont subi aussi des menaces. Alors, ils ont vu les gendarmes tous les jours, les RG tous les jours, les gars de l'incinérateur en marche tous les jours. Et donc, ça nous a permis aussi de pouvoir lénifier un petit peu les conflits. Ça nous a permis aussi de vérifier que tout allait bien sur place, au niveau sanitaire, au niveau alimentation. On les a alimentés, on les a, on les a un peu chouchoutés. Et ça, c'était une chose qui était, pour nous, vraiment tout à fait évident. C'est-à-dire que c'était gagnant-gagnant pour tout le monde. Et les jeunes, Roland l'a très bien dit, c'était pas tous des marginaux, hein, c'était des étudiants. Certains sont venus, ils travaillaient, d'autres n'avaient plus de travail. Certains en ont retrouvé. Enfin bon, ça a fonctionné. Hein, et effectivement, ça a permis aussi la mise en lumière et la mise en valeur de ce combat, hein, qui restait quand même très très local. Hein, et donc, bon, malheureusement, le problème, c'est qu'en France, on ne peut pas se concerter avant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tous les projets, ils sont faits comme ça, dans un bureau à 3 personnes, hein, mais la population, elle ne sait rien. Moi, j'ai entendu un gars de Vinci, hein, pour une autoroute. Alors, oui, on fait des tunnels à crapauds, des machins et tout,
Mais je dis, la population? Ah non, surtout pas la population. On va pas commencer, hein, parce qu'il y en a un, il va vouloir sauver le renard. Voilà. Mais pour qui ils nous prennent? C'est intolérable. Merci. Oui, pour avoir aussi soutenu les ZAD, que ce soit à Chile ou à Notre-Dame-des-Landes, je voulais saluer le courage, effectivement, comme madame, de ces militants, parce que ce sont des vrais militants, quels que soient leurs horizons, leurs origines de militantisme. J'ai senti un petit regard un peu caricatural par moment dans votre discours qui m'a dérangée. Et en particulier quand vous décrivez par exemple Rémi Fraisse comme étant un étudiant, et donc c'était pas un gauchiste ni un anarchiste. Comme si les gauchistes et les anarchistes qui sont présents effectivement dans ces ZAD étaient moins défendables ou moins admirables que les autres. Donc ça déjà, ça me choque un tout petit peu, je vous le dis, hein, enfin, de manière tranquille. Hein. Vous dire aussi que l'expérience des manifestations les plus grandes de Notre-Dame-des-Landes en particulier, qui réunissaient 40 000 personnes aux alentours, étaient des expériences de manifestations extraordinaires qui rassemblaient toute la population, toutes les catégories socio-professionnelles, tous les âges. Et ça veut dire autre chose qu'il y a juste quelques jeunes qui veulent se mobiliser, inventer une nouvelle société, bien sûr trop utopiste. Non, ça veut dire qu'il y a toute une branche énorme de la population qui venait, mais de tous les coins de la France. J'ai pris dans ma voiture, quand on l'a retrouvée vers 11h du soir, des gens de Lyon, des gens du nord de la France, des gens du sud, et beaucoup d'étudiants. Ça veut dire que le lien se faisait à tous les niveaux. Et ça, c'est des expériences de lutte inoubliables et extrêmement ancrées aujourd'hui dans une certaine population et qui s'agrandit de plus en plus. Et moi, je les félicite vraiment parce que c'est un grand courage. Et quant aux médecins, eh bien, moi, je félicite aussi tous les médecins qui ont réparé, sauvé des gamins qui se sont fait matraquer et tirer dessus avec des armes létales. On n'en a pas beaucoup parlé de cette violence-là. Parce que cette violence-là, et Notre-Dame-des-Landes, ils l'ont vécu de plein fouet dès le début. Quand les gamins allaient chercher les poireaux dans les champs, ils se faisaient tirer dessus, quasiment à bout portant. Et les médecins ont réussi à diffuser à tous les médecins de France les causes et les dégâts que faisaient ces nouvelles armes, parce qu'on ne savait pas bien les soigner. Parfois, il n'y avait pas de marque extérieure, mais à l'intérieur, il y avait des lésions terribles, que ce soit au niveau du cerveau ou des muscles. Donc, merci aux médecins qui ont pu faire ce travail-là, et honte à tous ceux qui ont déclenché une violence aussi épouvantable. Je veux juste avoir une question. Est-ce qu'il y a eu des ZAD ailleurs qu'en France? Ça a été étudié ou pas? Oui. Dans votre livre, on parle en Italie notamment. Alors, il y en a une en Belgique, une en Allemagne, et le seul conflit important qui soit similaire, vraiment, c'est tout à fait la même chose dans la composante du camp des opposants et dans le mode opératoire. C'est le conflit contre le projet de tunnel Lyon-Turin, côté italien dans le Val de Suse, où il y a aussi des militants altermondialistes qui viennent d'une réalité qui est différente en Italie, qu'on appelle les centres sociaux, qui ne sont pas du tout des centres sociaux au sens français. Comme chez nous. Oui. Voilà, qui sont, donc il n'y a pas de PMI, par exemple, mais qui sont assez souvent des squats de militants d'extrême gauche ou altermondialistes, avec aussi des tentatives d'occupation d'un chantier qui, là, pour le coup, avait commencé avec les entrées des galeries de sondage de l'opérateur. Alors, donc voilà, c'est quand même assez largement une spécificité française. Bon, il y a ce qui se passe aussi aux États-Unis sur le projet dans le Dakota qui est similaire. Voilà, donc on peut penser que c'est des façons de contester et des acteurs de la contestation qui sont relativement nouveaux, qu'on est au départ d'un phénomène nouveau. Alors maintenant, je reviens sur ce que vous disiez. C'est probablement le propre des enseignants comme moi de ne pas réussir toujours à être clair et pédagogue, comme le soulignait notre intervenant paysan de tout à l'heure. Je fais ça par précaution.
Quand on a fait les fauchages d'OGM, on était non violents, on n'a jamais... Oui, non. On n'a jamais, quand on était au droit... De toute façon, vous avez tout à fait le droit de vous définir comme vous le souhaitez et de définir les autres comme vous le souhaitez. La parole est parfaitement libre. Et voilà, moi, simplement, c'est pas mon sujet, j'ai rien de pertinent à dire là-dessus. Je peux avoir des opinions, mais j'ai rien de pertinent. Alors, quand je parlais de Rémi Fraisse, donc, c'était un jeune homme de 22 ans, militant de France Nature Environnement et étudiant en botanique. C'était ça ses engagements, objectivement. C'est-à-dire, il n'était pas membre d'autre chose. C'est ce que j'ai voulu dire. Aux yeux de l'opinion, c'est comme ça qu'il a été perçu. Et c'est ça qui m'importe. Parce qu'à la limite, il aurait été membre d'autre chose, mais ça ne se serait pas su. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'effet que sa mort a eu sur le déroulement de ce conflit. Et aux yeux d'une partie de l'opinion, ça fait une vraie différence. Ça a fait une vraie différence qu'il soit cela et pas un militant d'un groupe libertaire, gauchiste, etc. C'est tout ce que je voulais souligner. En disant ça, je ne porte aucun jugement de valeur sur ce que c'est qu'un gauchiste, qu'un libertaire, qu'un militant du Black Bloc, etc. Bon, il se trouve que je ne suis pas militant d'un Black Bloc, mais oui, mais je pense que peut-être que vous non plus. Voilà, on est dans un pays démocratique. Il y a le droit au sens de la loi, il y a le droit au sens politique, le droit de ce qu'on a le droit de faire, et quelquefois ça rentre en contradiction. Il y a des formes de lutte qui sont différentes, et là, on avait un militant pacifiste dans son intention, et qui n'était pas dans une, au départ en tout cas, dans une idée de confrontation violente avec les forces de l'ordre. Oui. Alors, je voulais juste te dire que c'est bien d'avoir un regard distancié universitaire aussi à certains moments. C'est vrai qu'on est militant, moi je suis, et voilà. Mais c'est bien d'avoir un autre regard plus large aussi et distancié qui prend un peu de recul, qui permet aussi de mieux comprendre ce qui se passe sous nos pieds, quoi. Par rapport à ce que vous dites, on peut avoir un regard distancié tout en étant dans des luttes. Mais c'est un autre débat, mais ça se complète aussi. Et moi, je voulais poursuivre sur donc, ce titre de livre, Zone à défendre. Vous en avez un petit peu parlé à la conclusion, je n'ai pas lu. Mais je pense que c'est derrière ces zones à défendre, et notamment à travers Notre-Dame-des-Landes, qui, je précise, enfin, comme l'a dit ma compagne à côté, ça a tenu aussi avec les gros temps forts qui ont commencé en 2012, qui ont fixé des grosses manifestations, qui fixaient de nouveau un rapport de force. Bref, ces zones à défendre, c'est le retour de la politique par ceux qui la subissent, et en termes d'intérêt dominant. Et donc c'est le retour de la politique et de la bataille politique. Alors après, on y vient par différentes motivations. Ça peut partir de l'environnement, ça va partir de l'agriculture, ça va partir d'un point de vue sanitaire, etc. Mais je crois que c'est ce qui est intéressant, dans le débat là qu'on peut avoir, là, c'est vraiment ce retour sur ces questions-là, et qu'on fait en fait quelque part, qu'on perde ou qu'on gagne, ou que les types de zones à défendre, elles aient des bonnes conditions ou pas pour se développer ou pas. Ce qui est formidable, c'est le processus. Et c'est quoi? C'est l'éducation populaire. L'éducation populaire au sens de la reconscientisation politique. C'est-à-dire qu'on n'est pas confronté qu'à un déni de démocratie. On est confronté à des intérêts qui veulent, par rapport à cette question d'intérêt général, veut mettre la main mise. Et on pourrait faire un nouveau livre, peut-être, ou un objet d'étude qui serait les zones à attaquer par l'adversaire. Enfin, donc je termine pour ça. Ce qui me paraît intéressant à travers ce livre-là, c'est le retour de la politique, mais avec une appropriation de tout le monde par son propre intérêt, où là, on voit qu'on est amené à dépasser un petit peu ça. Enfin, on voit bien que voilà, c'est tout. C'est d'Ainsi qui commande ou quoi? Dans le cas de Notre-Dame-des-Landes, donc c'est un projet d'aéroport baptisé du Grand Ouest, et qui a été confié en partenariat public-privé à un acteur économique privé qui est le groupe Vinci, qui en finance une partie mais pas la totalité, et notamment pas toutes les infrastructures qui permettent l'accès à l'aéroport, et qui a une durée de concession et donc engrange les bénéfices de l'exploitation
cet équipement. C'est un schéma peut-être critiquable, mais qui existe ailleurs, qui est classique, de concession d'un équipement de service public à un acteur privé. Même chose d'ailleurs, je pense, pour l'incinérateur. Vinci ne fonctionne pas tout seul. Hein. Vinci fonctionne chez nous avec Veolia, par exemple. Et tous les deux ont des départements environnementaux, c'est du greenwashing qu'ils font, et ils le font très bien. C'est des machines, on parlait de rouleaux compresseurs tout à l'heure. Je peux vous assurer que quand ils ont envie de construire quelque chose, le projet d'incinérateur à Échillé, c'est un truc qui est dans les tuyaux de Vinci depuis 2005. Donc ça veut dire que c'est lent, mais ils savent que de toute façon, eux, ils sèment dans la durée. Hein. Mais Vinci, oui, c'est pas le constructeur en tant que tel, il crée de l'emploi et tout ça, on est bien d'accord. Mais ce qui est plus pernicieux, c'est que c'est un gouvernement. Ils sont au gouvernement. Un petit mot de conclusion, non? Ou non, c'est bon, moi, ça va? Oui. Bon, merci à vous et merci à vous aussi.